Alors, il a fallu attendre 60 millions de morts. Il a fallu attendre la Seconde Guerre mondiale pour faire bouger les choses. Alors là, je vous demande d'être très attentifs parce que il va se passer très vite beaucoup de choses et des choses que je ne suis pas sûr. Le monde est véritablement digéré, encore aujourd'hui, et c'est peut-être la base des difficultés que nous rencontrons. 1945 a deux vainqueurs, l'URSS et les États-Unis. Mais c'est un des deux vainqueurs, les États-Unis, qui vont prendre la main, pour différentes raisons. Ne serait-ce que parce que la gestion de l'ordre international n'intéressait pas beaucoup l'URSS stalinienne de l'époque. C'est donc la personnalité de Roosevelt, d'un Roosevelt agonisant, d'ailleurs qui ne connaîtra pas la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais c'est lui qui va inventer cet ordre international en gestation. Et finalement, ce qui se disait, ce qui se pensait aux États-Unis en 1943, 44, 45, c'est-à-dire lorsque la victoire approchait, c'est ce que la science politique a contracté dans le terme « power politics ». Après tout, il y a une règle pour demeurer dans la vie internationale, c'est la puissance. Si nous, États-Unis, nous avons gagné la Seconde Guerre mondiale, c'est parce que nous étions les plus forts. Et que donc, il faut faire une confiance totale à la puissance pour pouvoir garder un ordre qui soit favorable. Alors, comment va se décliner cet ordre ? D'abord par une invention extraordinairement forte, beaucoup plus lisible en 1945 qu'elle ne l'était en 1919, qui est l'invention du multilatéralisme. Puis, dans le sillage, l'invention de ce système international étonnant qu'est la bipolarité. Et puis enfin, et c'est là toute l'instabilité du système international, à mesure que se construisait la bipolarité, elle se défaisait. C'est la raison pour laquelle il n'y a jamais eu de bipolarité, sauf une bipolarité que j'appelle imparfaite. Alors, commençons par le commencement, c'est-à-dire le multilatéralisme. Le multilatéralisme, le mot apparaît en 1945. Et l'esprit est là, avec Roosevelt, qui véritablement le désirait. Qu'est-ce que ça veut dire, multilatéralisme ? Ça paraît évident, ça ne l'est pas tant. En gros, c'est toute forme de relation internationale conçue à plus de deux partenaires. Le multilatéralisme s'oppose au bilatéralisme. Le multilatéralisme s'oppose à la vieille idée de compétition entre États, vieille idée westphalienne de la compétition entre États. Il y a autre chose que la compétition, donc il y a un ordre à construire à plus de deux. Dès qu'on sort de la dualité, on n'est plus dans la logique de compétition. Donc il y a un critère formel très fort. On peut inventer un système international qui engage en même temps plus de deux acteurs. Mais il y a l'idée de finalité dans le multilatéralisme. Se mettre à plus de deux pour créer un ordre international. L'ordre international, ça ne voulait rien dire avant, il n'y avait pas d'ordre international. Oh, il ne faut pas exagérer, il y avait quelques organisations internationales, nécessité faisant loi. Dès la fin du XIXe siècle, l'Union postale universelle, l'Union des télécommunications pour promouvoir l'essor du télégraphe et tout cela. Il y avait un besoin de coopération. Mais ce besoin de coopération restait segmentaire. Là, c'était l'idée qu'on pouvait généraliser la coopération comme mode de construction de l'international. On faisait revivre Wilson. Mais en même temps, Roosevelt, avocat d'affaires new-yorkais, ne ressemblait absolument pas à l'universitaire de Princeton, beaucoup plus pragmatique. Les avocats d'affaires sont plus pragmatiques que les professeurs d'université. Et le grand souci de Roosevelt, c'était justement de ne pas connaître l'humiliation de Wilson. Comment faire accepter le multilatéralisme par un Congrès qui n'en veut pas, par un Congrès qui est encore extrêmement obscien. Il n'y a pas plus obscien que le Congrès des États-Unis, c'est-à-dire l'idée que nul ne saurait imposer une loi commune au peuple américain.
et que seul le peuple américain définit sa loi. D'ailleurs, ce trait demeure lorsque les États-Unis commettent quelques bévues juridiques sous forme d'écoute ou sous forme de je ne sais quoi. Quel est l'argument juridique? Mais c'est conforme à notre loi. Jamais c'est conforme à la loi internationale, d'ailleurs ils auraient du mal à le démontrer, mais c'est conforme à notre loi. C'est-à-dire l'idée du Congrès de n'être lié que par sa propre loi. Alors comment faire pour faire accepter le multilatéralisme à des institutions qui refusent l'idée même d'une loi commune? Et Roosevelt a trouvé. Roosevelt de dire, pour que ce système soit acceptable par le Congrès, il faut que je persuade le Congrès que lorsque les décisions des institutions multilatérales ne plaisent pas aux États-Unis, les États-Unis ont le moyen de s'y opposer. Il suffisait d'y penser. Et ça s'appelle quoi? Ça s'appelle le droit de veto. C'est-à-dire, le droit de veto, c'est quelques principes de puissance instillés dans une logique multilatérale. Mais instillés de manière exceptionnelle, privilégiée, pour les États-Unis. Alors vous pensez l'oncle Joe, s'il allait accepter une telle chose. Regardez l'oncle Joe, est-ce qu'il a une tête à accepter que les États-Unis aient seuls le droit de veto? Non, bien sûr que non. Et donc Roosevelt propose à l'oncle Joe de partager un droit de veto. Puis quand même, vous avez vu sur le banc, il y avait 3 personnes, Churchill. Comment refuser à l'État qui a le plus payé, en tous les cas, de souffrance intérieure dans cette Seconde Guerre mondiale? Et donc, la Grande-Bretagne se voit proposer un droit de veto. Et Churchill, qui avait peur d'être tout seul face à l'oncle Joe et à Roosevelt, dit peut-être la France. Et la chose est acceptée difficilement, très difficilement, par Roosevelt, qui n'aimait pas le général de Gaulle, mais pas du tout. Et l'oncle Joe, qui savait à peine qui était le général de Gaulle. Mais finalement, il emporte le morceau, il le dit au général, et c'est là que le général lui répond cette phrase superbe: « La France n'a pas été consultée. Eh bien, nous verrons, et nous déciderons. » Et après avoir fait lambiner à 1 mois le malheureux Churchill, de Gaulle a dit « Bon, bah, si ça vous fait plaisir, etc. » Puis ensuite, un 5e, parce que ça faisait quand même très occidental tout ça, un 5e siège est offert à la Chine, et c'est ainsi que s'est constitué le Conseil de sécurité et cette exceptionnalité qu'est le droit de veto. Ce que je voudrais vous faire comprendre à travers cette histoire, sur laquelle j'ai pris du temps parce qu'elle me paraît importante, c'est que d'un certain point de vue, le multilatéralisme a ainsi été un mort-né. Un mort-né, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce principe collectif, de solidarité collective, de délibération collective, qui devait engendrer un ordre international, se trouvait oblitéré par ce droit exceptionnel détenu par 5 États qui, au jour d'aujourd'hui, refusent encore à tout 6e et à fortiori plus d'y accéder également. Donc, en des conférences successives, conférence de Téhéran, on a commencé à en parler, surtout la fameuse conférence de Dumbarton Oaks, aboutit à la fameuse conférence de San Francisco qui voit naître ainsi l'Organisation des Nations Unies. Un moment d'émotion pour saluer les très inégaux 8 secrétaires généraux, en commençant par en bas à gauche, M. Truc-Velu, qui était le premier secrétaire général des Nations Unies d'origine norvégienne, M. Dag Hammarskjöld, suédois, dont vous savez qu'il a été une victime du conflit du Congo, le Birman U Thant, l'Autrichien Kurt Waldheim, au-dessus le Péruvien Javier Pérez de Cuellar, le 6e, M. Boutros Boutros-Ghali, égyptien, le 7e, permettez cette petite note intime, celui que je trouve
probablement le plus brillant d'entre les 8 et celui qui a probablement le plus fait vivre l'idée de multilatéralisme, le Ghanéen Kofi Annan. Et enfin, son commentaire, le 8e, le Coréen, M. Ban Ki-moon. Bien, dernière petite remarque. Pour cet ordre multilatéral qui va ainsi naître à travers le système des Nations Unies en 1945, puis à la faveur de Bretton Woods, les grandes institutions économiques internationales, le FMI et la Banque mondiale, juste quelques remarques. Je ne vais pas vous faire ici un cours sur les Nations Unies, mais quelques remarques fondatrices. D'abord, c'est un universalisme qui va ainsi se construire de manière très progressive. Vous voyez aux teintes de cette carte que seuls ceux qui sont en jaune ocre clair ont été les membres fondateurs. Et comment donc les Nations Unies, qui apparaissent au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, sont des Nations Unies extraordinairement tronquées. La Grande Chine, la Chine 1949 de Mao Tse-tung, n'y figure pas, puisque la Chine est alors représentée comme membre permanent du Conseil de sécurité par l'île de Taïwan et le régime du Kuomintang. Et bien entendu, n'y figurent guère davantage tous ces pays au monde qui vont peu à peu accéder à la décolonisation. C'est-à-dire que l'Afrique est pratiquement absente de ce système onusien, de même que, toujours la même chose, les pays vaincus, c'est-à-dire l'Italie va entrer tardivement, de même que la plupart des pays d'Europe centrale, ainsi que l'Allemagne, qui va attendre 1971 avant de pouvoir entrer aux Nations Unies. Donc c'est un système évolutif et dont l'universalisation, qui n'est pas encore achevée, puisque tous les États ne sont pas encore membres des Nations Unies aujourd'hui, cette universalisation très lente, très progressive et très prudente va faire que, en fait, d'une ONU, on a connu des ONU. Et n'oubliez jamais une chose que je vous demande d'avoir très présente à l'esprit, c'est que l'ONU de la Charte, qui a été un peu amendée, mais très très peu amendée depuis 1945, c'est une ONU qui ne connaissait ni les questions de développement, le terme était inconnu, ni les grandes questions sociales internationales, on n'en parlait pas, ni les questions d'environnement. Et c'est pourtant de cette charte que nous dépendons encore aujourd'hui. C'est dire à quel point l'ONU telle qu'elle a été conçue et telle que nous en sommes les héritiers est en décalage très fort par rapport aux grands enjeux qui structurent l'espace mondial aujourd'hui. Et de même, faut-il rappeler que la fameuse Déclaration universelle des droits de l'homme du 8 décembre 1948 a été conçue et signée par des États qui correspondent à notre jaune clair, c'est-à-dire presque essentiellement du Nord et presque essentiellement de la sphère occidentale. La difficulté pour les pays du Sud d'accéder à une déclaration universelle des droits de l'homme est d'autant plus forte que ces pays ont le sentiment que cette déclaration a été écrite sans eux et que se pose un grand problème ainsi d'actualisation. Non pas qu'il y ait plusieurs conceptions des droits de l'homme, justement, mais s'il y a une conception universelle des droits de l'homme, alors tout le monde doit en être partie prenante. Tout le monde doit participer à son élaboration. Deuxièmement, ai-je besoin de vous rappeler qu'au-delà de cet universalisme relativement lent, ce système onusien est un système qui reste celui du vainqueur, c'est-à-dire qui est essentiellement contrôlé par les puissances qui ont gagné la Seconde Guerre mondiale.
Tant que celles-ci seront unies, ce qui va durer peu de temps, juste les 2 premières années qui ont suivi la fin de la Seconde Guerre mondiale, le phénomène ne sera pas pesant. Lorsqu'au contraire on va entrer dans la guerre froide, le système onusien va devenir uniquement l'otage de cette confrontation entre l'Est et l'Ouest, entre l'URSS et les États-Unis, c'est-à-dire entre 2 puissances véto. D'où cette longue mise en sommeil des Nations Unies qui n'ont jamais pu exprimer toute leur potentialité dans la mesure où la conjoncture internationale, le contexte historique venait casser toute possibilité d'inventer une sécurité collective. Et donc, le vrai rendez-vous, ça a été celui de 1989, celui de la chute du mur, où peut-être, la bipolarité étant dépassée, la rivalité entre l'URSS et les États-Unis ayant disparu, on allait pouvoir remettre sur le tapis l'idée d'une véritable sécurité collective. Or, non seulement la chose n'a jamais véritablement abouti, mais entre-temps, des enjeux autrement plus importants venaient à apparaître. C'est-à-dire, à mesure que se transformait le système international et qu'il entrait dans la mondialisation, ce n'est plus la compétition militaire, mais les enjeux sociaux, les inégalités socio-économiques dans le monde qui allaient devenir déterminants. Et c'est la raison pour laquelle Kofi Annan, et c'est ainsi que je lui rendais hommage tout à l'heure, Kofi Annan de faire valoir que le vrai multilatéralisme, c'est un multilatéralisme open multilateralism, ouvert. Ouvert, ça veut dire quoi? À des acteurs qui ne sont plus seulement des États, mais qui sont aussi des acteurs sociaux, des ONG, on en a parlé déjà, mais aussi toutes ces formes d'organisation sociale, ces mouvements sociaux qui échappent à la nomenclature des États et qui doivent être associés. Et par open multilateralism, complex multilateralism, disait également Kofi Annan, la nécessité d'intégrer les grands enjeux sociaux internationaux, ce que Kofi Annan a porté à travers la grande idée des objectifs millénaires du développement, qui devaient réduire l'insécurité alimentaire, dont je vous ai déjà parlé, l'insécurité sanitaire, l'insécurité environnementale. Est-ce que véritablement les choses ont progressé de ce côté-là? Le bilan est maigre. Il y a un Conseil économique et social aux Nations Unies que personne ne connaît et que l'on n'arrive pas à réformer, ni à rendre actif, ni à rendre positif. Peut-être est-ce là un chantier, mais un chantier bloqué. Et puis enfin, dernier virus, ce n'est que le rappel d'un phénomène que j'ai historiquement exposé tout à l'heure, ce multilatéralisme au défi constant du minilatéralisme. Qu'est-ce que c'est que le minilatéralisme? Eh bien, la volonté de substituer au système multilatéral la diplomatie de club, du petit nombre, de l'oligarchie, c'est-à-dire ce petit nombre d'États qui constituent bien sûr le P5, les membres permanents du Conseil de sécurité, P5, mais aussi le G8, d'abord G7, puis G7 plus 1, et maintenant G8, ou le G20, qui d'ailleurs tend peu à peu à disparaître, parce qu'il y a déjà trop de monde dans ce G20, dont je vous rappelle qu'il est constitué de 19 États. Et puis les groupes de contact. Regardez avec qui on a négocié un accord sur le nucléaire iranien? Avec le G5 plus 1, c'est-à-dire les 5 membres permanents du Conseil de sécurité plus l'Allemagne. Pourquoi plus l'Allemagne? Pourquoi pas plus la Turquie? Pourquoi pas plus le Bhoutan? Pourquoi pas plus Panama? Au nom de quoi? Au nom de tout simplement un principe qui est en train d'amoindrir, de marginaliser le multilatéralisme. Ce minilatéralisme qui s'occupe de tout, qui va gérer l'intervention en Libye, qui va gérer l'intervention avortée en Syrie. Comme s'il y avait encore dans ce monde mondialisé un club d'États qui seraient plus égaux que les autres,
qui aurait plus de droits que les autres, qui est un défi permanent opposé au multilatéralisme, et sur l'efficacité duquel, là je passe de la légitimité à l'efficacité, on peut encore aujourd'hui s'interroger.